Salut la commu. Écoutez, aujourd'hui c'est une émission spéciale parce qu'aujourd'hui on va discuter et on va pouvoir parler des jeux de rôle indépendants. Et ce format d'émission aura lieu régulièrement. On n'a pas encore décidé vraiment du rythme, mais surtout, je serai en collaboration avec Neural Noise qui présentera à mes côtés euh, ces jeux indépendants. Alors aujourd'hui, on va définir ce qu'est un jeu indépendant et on va parler de Beyond the Wall parce qu'il faut commencer par un jeu que l'on pense indépendant. Ce sera à vous de nous dire d'ailleurs parce que il a un statut assez particulier. Pourquoi je co-anime cette émission? Tout simplement parce que Neural Noise, il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Alors déjà, salut Neural, ça me fait super plaisir de te voir et de t'avoir à mes côtés pour cette petite aventure qu'on lance. Comment Merci vas-tu? aussi, Monte Cristo, ça fait plaisir d'être là. Et puis bon, la première fois sur les grandes ondes, comme on dit. Les grandes ondes. Ouais, un jour les grandes ondes, oui, oui, les grandes Voilà. ondes. Alors Neural, il faut savoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit peu un mercenaire des AP, des podcasts, et surtout il a une sapience assez importante sur le jeu de rôle indépendant, contrairement à ma personne. Il va m'éduquer et oui, vous apprendre peut-être beaucoup de choses, ou vous confirmer beaucoup de choses. Mais que dirais-tu, Neural, qu'on commence à donner une définition de ce qu'on pense être le jeu indépendant? C'est quoi un jeu indépendant pour toi, un jeu de rôle indépendant? Vaste question, on va peut-être cliver là-dessus ou pas, on va se retrouver. Idéalement, pour moi, je placerais les jeux indépendants déjà chez des jeux qui sont pas nécessairement édités chez des gros éditeurs de base. Très souvent, régulièrement, ce qu'on va retrouver, c'est des personnes qui vont soit s'auto-éditer, soit passer par des boîtes d'édition qui vont monter eux-mêmes. Et ça sera peut-être bien le seul ou les seuls jeux qui seront produits, ça sera les leurs. Donc on a ce type de personnes-là, et puis après on a peut-être certains éditeurs qui viennent mettre un coup, une aide vers ces personnes-là pour porter leur projet face aux gens et au final non pas chercher à essayer de faire de l'argent sur des licences, mais sur des petits projets qui leur tiennent à cœur, quoi. Et ça va être le cas aujourd'hui pour Beyond the Wall. Bah, tu vois, moi j'ai un point de vue légèrement différent sur le jeu de rôle indépendant. C'est-à-dire que pour moi, un jeu de rôle indépendant, c'est un jeu de rôle, en fait. C'est pour ça que la plupart, pour moi, sont souvent édités par les auteurs eux-mêmes. Hein. Mais pour moi, c'est un jeu de rôle dans lequel l'éditeur, à part si l'éditeur est l'auteur, mais l'éditeur ne va pas dire, ne va rien toucher au travail de l'auteur. Mais rien, en fait. Donc, après, bon, qu'il l'aide à éditer, là, par contre, on est totalement d'accord. Mais pour moi, ça n'a pas forcément une notion de gros éditeurs ou de petits éditeurs. Pour moi, c'est un éditeur qui n'intervient pas dans le projet de l'auteur. Là où je vais te rejoindre, on va être d'accord, c'est que parmi les gros éditeurs, je pense pas qu'il y en ait des masses qui n'interviennent pas dans le travail de l'auteur. Donc, Malheureusement. je pinaille. Oui, donc voilà, ça c'est la définition. Et d'ailleurs, les amis, si vous avez une autre définition de ce qu'est le jeu de rôle indépendant, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est important parce que, alors déjà, c'est bien pour la visibilité de la chaîne, je vous le dis franchement, hein, mais aussi, c'est intéressant de travailler cette définition parce que, en fait, tous les jeux qu'on va présenter reposeront sur ces définitions qu'on se donne. On va commencer justement par Beyond the Wall, un jeu Heroic Fantasy. Alors, Heroic Fantasy, on va dire classique, même si il a ses subtilités. J'ai mis les guillemets sur le classique. Et Nora Noise, qu'est-ce que tu peux nous dire hein, déjà sur Beyond the Wall, d'où il sort, qui l'a écrit, qui l'édite? Et vas-y, je te laisse la parole. Merci. Du coup, Beyond the Wall, c'est un jeu qui est édité de base en anglais par les éditions Flatland Games. Et c'est arrivé en français, en VF, chez Chacos. C'est leur première incursion dans l'édition du JDR. Ils sont plutôt spécialistes dans les jeux de société, tendance wargame. Mais ils ont déjà édité des livres-jeux via la traduction de Choose Cthulhu d'ailleurs. Sublime hein, au passage. Si vous avez Mm. l'occasion de mettre la main dessus, n'hésitez pas, c'est très très beau.
Donc, bah, Beyond the Wall, c'est quoi? Donc, comme tu le disais, Heroic Fantasy, donc plutôt un JDR orienté médiéval fantastique, assez classique, qui va pas forcément non plus se démarquer, hein, puisque plutôt low fantasy, une ambiance féerique, plutôt celtique, avec des tendances tolkienisantes, utiliser des adjectifs. On va l'inventer Dans le, même. voilà, dans lequel on va incarner des jeunes gens. Ça va être déjà la première spécificité. On va vivre des jeunes gens qui vont vivre leur première aventure et décider de voir au-delà du mur d'enceinte de leur village, le monde un peu fantastique et dangereux qui s'y trouve. Donc là, le livre de règles, il propose un contexte humano-centré, mais il y a des livrets qui permettent et qui sont et seront disponibles pour ajouter des origines fantastiques. Donc de l'elfe, de nain, de halflin. Oui, c'est vrai que comme tu le dis, c'est très humano-centré en fait dans le livre de base. Mais aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, 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 c'est cette petite création de, comme tu dis, ce sont des aventuriers qui sont jeunes, euh, clairement pas les vieux baroudeurs, surtout qui ont vécu, on va dire simplement dans un environnement simple, parce qu'on le crée cet environnement au final, on peut le créer, on n'est pas obligé, mais on peut le créer, créer son propre village. Et nous dire sur ce point. Et oui, ça c'est une belle invention, une belle invitation à faire de la collaboration et de la création pas forcément, j'irais dire de narration partagée, mais plus d'un point de départ. Comment ça s'organise? Eh bien, les personnages, ils sont orientés autour de 3 classes, pour le guerrier, le voleur et le magicien. Et ces 3 classes-là sont jamais définies telles quelles pour les personnages. Un joueur ou une joueuse va choisir un livret. Et de ce livret, qui pourra être. Il y a plein de choses, je ne vais pas tous les dire, mais Mm. il y en a beaucoup. En VF non, mais en V En anglaise, VO, il y en a beaucoup. Et donc, il y a, imaginons par exemple, le rôdeur qui va être de la classe du voleur. Le héros du village, ça va être guerrier. L'apprenti sorcière va être magicien, etc., etc. Donc, c'est vraiment orienté autour de 3 classes, mais chaque livret aura des particularités et tout l'intérêt qu'il y a dans cette création collaborative, c'est que chaque livret, il y a des étapes qui vont apporter à la fois une justification aux caractéristiques que les personnages auront. Donc les caractéristiques sont tirées aléatoirement. Et donc les caractéristiques des personnages vont être à la fois justifiées via une série de tableaux aléatoires. Donc on va avoir des questions qui vont être assez génériques, propres, pas propres plutôt communes à tous ces livrets. Donc par exemple, qu'est-ce que font les parents du personnage dans le village, ce qu'il a appris. Il y a un tirage, exemple typique, jeune rôdeur, vous tirez un, bah, vous êtes orphelin, la vie n'a pas été tendre avec vous, et vous gagnez des caractéristiques en conséquence de ce background. On va avoir des gains de caractéristiques, mais aussi de compétences, qui vont être à la fois aussi des aides pour les différentes actions qu'on va pouvoir entreprendre sous forme de bonus. Et là, on en reparlera plus quand on va discuter du système en lui-même. Et à ça s'ajoute la création de scénarios, qui est un livret aussi propre au MJ, qui, en collaboration avec les autres joueurs, pendant qu'ils font leur personnage, pourra lui aussi étayer son scénario, tirer sur des tables aléatoires. Et chaque scénario, chaque livret est suffisamment bien garni en table aléatoire pour que il n'y ait jamais 2 fois la même partie avec le même livret. Ouais, ça, c'est très intéressant aussi. C'est quelque chose que je trouve très original avec Beyond the Wall, c'est justement cette intégration permis par le système, en fait, avec ce système de livret et cette intégration des personnages directement dans le scénario au fur et à mesure de la création. Et ça, le jeu le fait bien. Il faut le Mmh. reconnaître, le jeu le fait très très bien. Vous allez jamais avoir des personnages qui seront dans le scénario avec le parachute G.I. Joe qui arrive. Mais pourquoi sommes-nous là? Oh, parce que nous sommes dans une taverne et qu'on nous a donné une mission. Non, ça c'est pas le. euh, les personnages font partie intégrante du cadre. Voilà, c'est ce que je cherchais, du cadre de scénario. Et sur ce point, les petits livrets, le jeu des petits livrets, ce que je l'appelais comme ça moi quand je l'ai découvert, bien sympathique et il est bien mis au point. Et c'est aussi un système, comme tu le disais, voilà, le système en fait de Beyond the Wall. Euh, et
classique sans l'être, en fait. Vas-y, explique-nous ça. Ouais, on est sur un système qui casse pas trois pattes, hein, on est sur de l'OGL, tout simplement, donc du D20 avec un gros feeling old school. Il y a ce parti pris dans les jets de dés qui sont à la fois, soit on aime, soit on n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trois façons de lire les jets de dés. Soit des jets de caractéristiques qui se font en roll under, donc jeter sous la valeur de la carac, valeur qui peut être modifiée par une compétence, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a les jets de sauvegarde qui sont des roll over, donc des jets au-dessus de la caractéristique de sauvegarde. Et c'est là que c'est un peu contre-intuitif, hein, j'avoue. Voilà. C'est- Et des jets de combat contre difficulté fixée face à la CA de l'adversaire, donc quelque chose de classique, normalement n'importe qui est habitué depuis DD 3.5. Donc ça, c'est les trois systèmes de jets de dés qu'on va avoir. Ce qu'on pourrait dire là-dessus, bon, moi, mes reculs que je vais avoir, c'est que l'auteur essaye aussi de proposer des twists dans ces règles-là pour que tout le monde s'y retrouve. Exemple typique, pour les jets de caractéristiques, transformer ça par une valeur fixe à dépasser. Les jets de sauvegarde, les réduire, parce que là actuellement il y en a 5, ce qui peut paraître beaucoup et ce qui fait très old school aussi. Les réduire à 3, mais ça crée des déséquilibres ailleurs. Bah, en fait, le jeu, le jeu essaye pour moi, de taper un petit peu, d'un point de vue technique et système, hein, je veux dire, il essaye un peu de taper sur plusieurs appétences. Hein. Il veut faire de l'old school, mais il se dit, je veux pas trop le faire. Mais je veux quand même en faire. Voilà, c'est C'est ça. ça. Et il veut faire du moderne, c'est-à-dire que il veut faire du moderne en prenant euh, des classiques et surtout en mettant une pointe dans ces tables que je trouve assez modernes, notamment avec ses livrets. Donc il essaye de jongler avec du moderne, avec de l'ancien. Donc il faut aimer ce mélange de styles qui peut être déstabilisant au début. Moi, quand je l'ai lu, j'ai relu plusieurs fois pour tout te dire. Euh, quand j'ai fait les jets de caractéristiques, je me suis dit, les jets de caractéristiques. Et ensuite, quand j'ai lu les jets de sauvegarde, je me suis dit, faut faire au-dessus. Ah non, j'ai du mal lire, tu vois, je suis revenu en arrière. Et en fait, oui, et puis c'est logique avec le système. Mais, euh, mais il a le mérite, par contre, d'être. De pas. Mis à part ce petit changement, il mérite de pas perdre, en fait, le joueur. Le joueur, c'est simple, hein, c'est très intuitif. Et on va jouer directement. Il y a aussi quand même le surnaturel, il y a aussi de la magie, il y a aussi des règles particulières. Comment c'est géré tout ça? C'est ça. Eh bien, la magie, elle est divisée en 3 niveaux. Donc, le premier, c'est le tour, qui est un sort plutôt volatile, en général plus utilitaire, pour lequel on fait un jet. Sur un échec, on est épuisé, le tour ne fonctionne pas, ou l'effet du tour, le joueur peut choisir que l'effet du tour part en sucette. Mais par contre, on pourra toujours lancer un tour dans sa journée. Sinon, il faut attendre le lendemain pour pouvoir le faire. Donc ça permet d'avoir des scènes un peu cocasses et assez narratif. Est-ce que je choisis ou non d'avoir des conséquences? Très souvent, il conseille de faire l'inverse. Un sort qui génère de la lumière génère de l'obscurité, etc. Le deuxième niveau de sort, ça va être le sortilège qui, lui, est quelque chose qui est maîtrisé, appris. Donc, il n'y a pas de jet. Ça fonctionne en respectant les conditions, tout simplement, distance, sauvegarde à faire, etc. Et le dernier, c'est le rituel, qui est quelque chose qui s'anticipe. C'est une durée d'incantation qui est plutôt longue. Il y a un jet de carac qui est derrière. Et il y a des conditions à remplir, comme pour le sortilège. Mais à chaque fois, c'est des effets puissants. L'exemple typique, c'est la boule de feu. Niveau 6, donc 6 heures pour préparer sa boule de feu. Donc, on ne la lance pas Ah oui. instinctivement, quoi. Par contre, on parle d'une boule de feu qui calcine plusieurs centaines de mètres de diamètre, quoi. Oui. Et le système de magie, pour le coup, moi, j'ai beaucoup aimé. Je vais être franc, j'ai beaucoup apprécié ce principe de tour de magie, où là, justement, on voit l'aspect un petit peu plus moderne, en fait, du jeu, où on va introduire de la narration, ouais, voilà, le sort peut complètement, entre guillemets, foirer, faire des effets inattendus. Donc, comme tu le dis, peut faire l'inverse, etc. etc. Si tu as des joueurs avec une bonne imagination et qui sont bien dans le trip, tu peux faire des scènes al dente, comme on dit. Le sort classique, hein, je rejoins, bon, tout ce qui est plus classique, et le rituel. Et j'ai beaucoup aimé le principe de rituel, juste.
Oui. où on trouve plutôt la magie presque sword and sorcery, presque la magie presque Conan, on va dire, qui sera plus lié à un rituel. Mais comme tu dis, tu peux très bien faire de la high fantasy avec ton sort et les conséquences seront démentielles par rapport à un sort normal. C'est Oui, exactement ça, ouais. c'est très 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 agréable là-dessus. Il y a aussi un bestiaire il y a aussi un bestiaire qui est dedans. Et là aussi, ils mettent un petit peu leurs petites pattes et des bébêtes qui sont classiques sans l'être. Oui, et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment ce côté très celtique, arthurien. Ouais. Dans ce bestiaire-là, on va avoir des créatures qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans les classiques, enfin les classiques, plutôt les grosses usines qu'on connaît, hein. Les bonnets rouges, des chats féeriques. C'est ce genre de créatures, les fées vraiment, sont vraiment beaucoup mises en avant, le doppelganger, dragonnet. Des esprits, voilà. J'en passe et des meilleurs. Il y a énormément du bestiaire qui est concentré sur ce type de créatures, plutôt forestières d'ailleurs. Hein, je pense à, il y a un des gros, c'est l'homme vert, qui est donc le seigneur de la forêt, tout simplement. Et ce qu'il faut voir aussi, comme tu dis, c'est très celtique. Et même, par exemple, si on veut faire un dragon classique, ben, il t'explique comment créer son propre dragon. Comment faire un petit dragon qui va quand même être légèrement différent. Et oui, oui, oui. Alors, Beyond the Wall, tu fais bien de rappeler l'inspiration celtique, médiévale celtique, clairement là, est clairement présente, jusque dans les scénarios. Et surtout aussi, je trouve, dans tout l'aspect illustration, Oui. qui sont extrêmement bien dans le style. Moi, je les trouve magnifiques. Je sais pas ce que tu en penses, les illustrations, mais je les ai trouvées totalement dans le style. Ouais, complètement. On a l'illustrateur principal qui a fait la couverture, si je dis pas de bêtises, c'est John Hudson, Mm. et dont on a une illustration qui est pour la France Je unique, me baisse. puisqu'elle n'existe pas ailleurs. On a vraiment que nous, en France, qui avions Alors, cette belle illustration. celle que j'ai montrée, c'est l'américaine. Mais on en a Et une voilà, après, on a magnifique en France. voilà, le livre de base avec l'illustration qui est en fond, excellent, quoi. Vraiment, Ah, c'est au top, ça promet. C'est quelqu'un qui a illustré aussi beaucoup pour des univers dans ce style-là. Et bien entendu, on a aussi les illustrations d'intérieur qui, pour le coup, font vraiment un beau mariage avec tout le reste. On pourra aussi noter qu'en maquette française, on a eu une rehausse, puisque en anglais, c'est purement texte sur fond blanc. Et là, pour le coup, en France, on a une maquette colorée avec parfois des illustrations supplémentaires. ah oui, 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 alors pour le coup, oui, bah, on est gâtés. Ouais, faut le dire. Mm. Faut le dire parce que à voir les deux, hein, moi, j'ai acheté le PDF en anglais et j'ai eu l'occasion, je n'ai pas acheté en physique, euh, l'occasion par contre de voir la version française de Chakos, en fait, magnifique et clairement, il y a un step-up par rapport à la version anglaise euh, qui est flagrant. Pour les illustrations, je les trouve magnifiques, sauf une, bon, que j'aime pas, mais les couleurs, bon. Ah. Et franchement, ça plonge directement dans l'ambiance. C'est pas tout, vous avez aussi des scénarios qui sont sortis, Ouais. euh, notamment un scénario qui a été joué, si vous voulez le voir, pour vous faire une idée, si le jeu vous convient, est joué, maîtrisé par notre ami Neural Noise sur JDR Academy. On vous mettra le lien en description. Euh, donc Neural, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les scénarios qui sont actuellement disponibles en français et éventuellement certains en VO? Oui, effectivement, on n'en a pas non plus beaucoup. On a deux scénarios qui sont dans le livre de règles, donc à savoir le culte, le culte. Et je vais pas en dire Oui, plus, c'est sinon vrai, ça risque de spoiler. c'est vrai. Et la colère des fées, quoi. Donc bon, deux trucs un peu classiques, mais qui fonctionnent très bien. En tout cas, pour découvrir, c'est super. En VO, il y a énormément, enfin énormément, il y en a beaucoup plus qui arriveront. Ça, c'est aussi une volonté de Chakos de produire la même chose que ce qui a été fait en anglais. Entre autres choses, mettre à disposition en PDF les futurs livrets, les nouveaux livrets de scénarios, de personnages, de classes, etc., gratuitement, et de les condenser via financement participatif ensuite dans des livres en dur.
Donc ça annonce du beau. Là, actuellement, on a de bientôt disponibles, si ce n'est pas déjà, les créatures fantastiques, donc qui rajoutent des nouvelles classes qui sont du coup pour le coup des origines fantastiques, telles que le nain, elfe, la cavalière Alfline, la forgeuse de runes naine, etc. On reprend aussi, il y avait ces classes-là qui étaient à peu près présentées dans le livre de règles, je pense au haut elfe, qui a Ah oui, été oui, il y a le haut repris. elfe, exact. Donc c'était plus un exemple de comment mixer des classes pour essayer d'en retirer l'essence et beaucoup du bidouillage. Donc c'était voilà, ça passe, moi, ça passe un peu moyen, mais tant pis. Et pour l'instant, on attend encore des livrets de scénario. Mais et actuellement, de terminer, il y a eu un travail collaboratif qui a été fait sur le serveur de Chacos, le Discord de Chacos, pour créer En justement discussion. un livret qui s'appelle La forteresse abandonnée. J'espère que Julien arrivera à mettre ça en forme rapidement parce qu'on a bien bossé là-dessus pour produire quelque chose de plutôt cool et en suivant les mêmes règles que ce qui est proposé actuellement dans les livrets, donc des tables aléatoires très inspirantes. Ah oui, tout à fait. Et moi, ce que je trouve, c'est que, en fait, je vais faire une définition de ce jeu. C'est que je le trouve attachant, en fait. C'est-à-dire C'est qu'en vrai. gros, voilà, il a une âme. Il a clairement une âme. Et en fait, il est très peu connu. Beyond the Wall, c'est pas le jeu le plus connu au monde comme un certain D&D. Mais quand vous commencez à le toucher, à le lire, à ressentir, je sais pas, il y a quelque chose qui en émane qui est très très attachant. Même la paix, hein, moi je l'ai acheté en VO, je me souviens. Après un AP en américain, je me souviens plus la chaîne, un AP en américain qui m'a touché, quoi. Je l'ai trouvé très bien. Ensuite, je suis tombé sur de la JDR Academy. C'est pareil, on plonge dans un univers qui est vraiment, pour le coup, féerique, mais sans être. Des fois, féerique, on pense au Nunuche. Non, 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 c'est pas Nunuche du tout, hein. Attention, c'est les fées Non. au sens celtique. Et c'est pas forcément sympathique. Euh, ouais, ça peut l'être, mais c'est pas forcément sympathique. Donc, le mot que je voudrais faire, c'est que Chakos, se lance dans le jeu de rôle, a pas choisi forcément la voie la plus simple, mais par contre a choisi un jeu euh, attachant, euh, surtout qui a une identité qui lui est propre, même s'il s'inspire dans les règles de donjon, hein, on va le dire. Euh, il a quand même sa propre patte et sa propre identité. Voilà, je sais pas ce que tu as à dire en conclusion sur ce jeu, Eh Ral. bien, si, je partage tout ça, hein, ce côté très feel good dans Ah, le feel good. jeu qu'il peut y avoir. Pour moi, ça se justifie et ça s'explique vraiment par cette particularité des livrets, qui fait que donc les livrets, je disais, ça détermine les caractéristiques, mais ça détermine parfois aussi des endroits et des PNJ. Et on s'y attache parce qu'on les a créés. C'est pas juste sorti de l'univers ou de la tête du maître de jeu. C'est le personnage qui le rajoute et on n'a pas envie de les perdre, ces trucs-là. Et c'est des choses qu'on a tendance un peu à perdre, à mon goût, dans les jeux de rôle plus modernes, où les choses sont des stats, sont des ressources, on l'utilise, on l'a plus, bon bah tant pis, comment je fais si je l'ai plus. Là non, on l'a créé, on l'a mis au monde, et du coup C'est on vrai, y non mais c'est tient. vrai. Voilà, on C'est n'a vrai, pas on envie de y le tient. perdre, on a envie de le défendre. Tout ça, ça a été fait de manière collaborative, donc il y a aussi l'émulsion qui se crée. Pour moi, ça reste un jeu qui est hyper accessible pour des gens qui veulent débuter, parce que le système en soi, voilà, trois lectures de D20, les sorts qui sont rapides à apprendre, point barre. Tout est guidé pour la création de personnages avec les livrets. On crée le scénario pareil. On n'est pas perdu parce qu'on a un support justement qui est là avec les tables aléatoires. Même si on s'est dit, bah tiens, il y a cette ligne-là, je ne l'ai pas eue, bah, j'aimerais bien l'utiliser quand même, allez, je la rajoute. Et on Et a participé aussi, hein, aussi à cette création, et c'est ça qui est. c'est ça. On y met du cœur et on part pas de rien, quoi. On part vraiment pas de, comme tu disais, l'exemple de, bah, vous êtes dans la taverne, vous rencontrez quelqu'un, quoi. On a une histoire, on a quelque chose qui s'est créé, on a un socle littéralement pour la suite de l'aventure et se pousser par ce besoin d'aller voir toujours ce qu'il y a plus loin. Ça me permet de faire un excellent transition sur le supplément qui s'appelle Toujours plus loin. Exactement. J'allais y Voilà. venir. Alors, toujours plus loin, parle-nous un petit peu de ce qu'ils ont rajouté dans ce supplément exactement.
Ah, pour moi, c'est un très bon supplément pour beaucoup de jeux de rôle en général et pas que Beyond the Wall. Il y a un type de jeu que j'affectionne, même si c'est compliqué de le mettre en place, c'est le West Marches, donc les marches de l'Ouest. C'est un type de jeu où on fait de l'exploration et même, je dirais, de l'exploration via les hexagones sur une carte. Donc, c'est très orienté sur le bac à sable et ça permet de donner une dimension supplémentaire au jeu. Quand le jeu de base nous permettait de créer un scénario, ou propose des scénarios plutôt, sur un village et ses alentours, là, on va étendre et augmenter le cadre de jeu, la carte. On va mettre une menace qui va planer sur une région entière, voire plusieurs menaces. Et en plus des scénarios qu'on peut avoir dans le livre de règles ou rajouter, générer vraiment voilà, beaucoup de contenu, de narration, de vie surtout dans ce qui se passe. Et on a beaucoup de conseils dans ce supplément-là pour pouvoir jouer ce type de bac à sable-là, pouvoir remplir la carte de différentes menaces, comment les gérer, comment les faire évoluer, un peu à la manière, ça me rappelle à l'époque les fronts qu'on a pu découvrir dans Apocalypse World, Dungeon World. On a des conseils de mener une campagne de ce type-là. On oublie peut-être souvent, trop peut-être, que le monde il bouge et il n'attend pas les joueurs, malheureusement, et les joueuses. Il faut que ça bouge et il se passe des choses des fois, et c'est ça qui est bon de se dire bah, j'ai le choix entre faire ça ou faire ça. Dans les deux cas, si je fais pas l'autre, il risque voilà, d'y avoir des problèmes quand même, quoi. Et au-delà de ça, on va avoir des ajouts supplémentaires de règles. On va avoir une version pour avoir des nouvelles morts, enfin des morts. Comment gérer les morts et les nouveaux PJ, des traits qui sont un peu les. On a pu connaître peut-être les dons DND, qui sont un peu moins bourrins, hein, et surtout qui sont plus dispensés presque au mérite plutôt que à l'évolution des niveaux, quoi. Donc il y a des conseils qui sont là-dessus. On a une expérience aussi de l'XP qui est revisitée. Entre autres choses, old school oblige. Avant, l'XP était distribué en fonction de l'or qu'on ramenait chez soi, quoi, et qu'on Oula, tu nous dépensait parles même. d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et oui. Et pourtant, le livre de règles propose donc des XP par monstre, et ils expliquent bien, l'auteur explique bien que c'est pas donné si le monstre est vaincu, dans le sens mort. Ça peut très bien être donné si la menace a été surmontée. Donc il y a beaucoup voilà, d'entrain aussi à expliquer que bah il n'y a pas que le combat qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir esquivé ou d'avoir résolu le problème, peu importe la façon. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, pour revenir, c'était de mettre de l'XP avec de l'or. On a une revisite aussi de certaines règles du premier livre, donc du livre de règles, qui va être par exemple sur les points de chance qui seront peut-être d'utilité supplémentaire. Je pense en particulier à tous les livrets qui dépendent de la classe du voleur, pour qui ils ont plus de points de chance que les autres. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de moyens de les utiliser, donc ça les rend un peu plus versatiles. C'est pas mal d'avoir ramené ça pour les personnes qui se sentaient un peu lésées. On va avoir des règles de trésors, on va avoir tout ce qui va être sur les créations d'objets magiques aussi, quelques rituels en plus, quelques tours de magie en plus. Bref, il n'y a vraiment rien acheté. C'est plein de bonnes choses, et bien entendu, on va avoir de livrer ces cadres de régions, de menaces régionales. On en a 3 ou 4 de mémoire. Le prince gris, la cité impériale, le dragon revanchard. Je crois que c'est tout. Mais en fait, ce qui est bien avec ce supplément, de ce que je crois comprendre, parce que pour ma part, je ne l'ai pas vu, hein, je ne l'ai pas lu, pardon, euh, c'est que j'ai l'impression que tu peux t'en servir pas forcément que pour Beyond the Wall. Bon, il y a des trucs pour Beyond the Ouais. Wall, mais tu peux t'en servir d'aide de jeu pour les settings que tu possèdes aussi de ton côté. Il y a des idées à piocher dedans. C'est Bah, ça, pour peu écoute, qu'on ait envie de faire un bac à sable, il y a beaucoup de conseils qui sont bons, et en plus de ça, on a la chance d'être condensé. On n'est pas sur un bouquin qui fait 200 pages pour expliquer l'idée, quoi. Pour le coup, le bac à sable, ça va être expliqué en maximum une vingtaine de pages. oui, bah, ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que la tendance, bon attention, je veux pas dire que je ne suis pas friand, je veux pas faire l'hypocrite non plus, hein, mais c'est vrai que la tendance est quand même au house bouquin, hein, au livre très 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 imposant. Mm. Moi je dis qu'il faut tout pour faire un monde, comme on dit, hein. Il y en a qui aiment avoir leur encyclopédie bien précise,
à la, bon, on va dire, on va citer RunQuest, hein, à la RunQuest où tu as tes petits pavés, où tu as une grande précision. Et puis, tu en as d'autres qui vont, sans être de mauvaise qualité, hein, loin de là, ils vont adopter une présentation beaucoup plus, peut-être, aérée. Mais je crois quand même qu'il est assez conséquent, hein, ce supplément. Bon, c'est pas non On est, plus 10, c'est pas on est 10 sur pages. 110 pages. Ouais, Non, 10 pages, voilà. Oui, c'est quand même sympa. C'est pas non plus rien du tout. Y a-t-il et ça reste d'autres conséquent. donc comme supplément à disposition sur la gamme? Il y a l'écran. Alors, en français, on a un écran, comme je disais, qui n'est pas disponible en anglais, qui n'existe pas, tout simplement. On va avoir des tables qui vont être utiles, donc on va avoir les tables d'équipement, les achats, le coût d'une auberge, etc. On va avoir les distances aussi de luminosité, voilà, tous ces points de règle un peu sympas, les points de chance, les trucs utiles, histoire de ne pas rouvrir le bouquin pour juste un détail. Et très bonne idée aussi, on va avoir sur tout un pan une liste de noms aléatoires pour Alors différentes choses, des ça, endroits, des gens. alors ça, c'est bête, mais c'est terriblement, Mm. terriblement utile. Tu as besoin d'un nom. De toute façon, je me souviendrai toujours, il y avait un auteur qui avait dit: «De quoi avez-vous besoin pour maîtriser?» «Besoin de connaître mes règles et de 10 noms». Voilà. Et c'est Et vrai c'est là qu'on a. qu'on voit que c'est très celtisant, parce que les noms font toujours enfin, c'est des prénoms et des noms très celtiques. Ah oui, oui, ça c'est plutôt pas mal. Tu as dit aussi qu'il y avait un Discord, la communauté participe sur le Discord de Chacos, sur Beyond the Wall, mais aussi, je pense qu'il y a aussi une grosse, grosse gamme pour le coup anglo-saxonne sur le jeu. Ouais. Il y a une bonne proposition qui est faite. Il y a malheureusement pas eu, c'était encore trop vieux, hein, parce qu'on me rappelle, Beyond the Wall, c'est quelque chose qui a plus de 10 ans. Il n'y a pas ce sort party, les licences tierces pour pouvoir produire. Donc il y a peu de choses au final qui ont été proposées par la communauté. Mais en tant que chose en VO, ouais, il y en a beaucoup. Beaucoup qui sont disponibles sur DriveThru en gratuit, comme je le disais, ça sera le même cas en français, et qui ont été condensés dans des livres enfin des livres en dur. Ça va permettre d'amener à la fois des packs de scénarios, des livrets de personnages, et aussi des menaces, comme propose celle de Toujours Plus Loin. Il y a donc un suivi et une bonne communauté, parce que comme je vous le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce jeu est attachant, et comme tous les jeux attachants, ben, la commu, elle est dedans, elle apprécie, et on est dedans. Eh bien, on va faire un petit mot de la fin sur le jeu. Euh, Si on doit se le procurer, donc c'est sur le site de Chacos. Est-ce qu'il est sorti directement en boutique? Tu es au courant de ça ou pas? Ouais, je pense bien qu'on puisse l'avoir sur les grandes boutiques, Philibert, pour le Ah, moi, citer par exemple. je m'étais posé la question si. Alors, je sais que les livres Cthulhu, leurs livres-jeux de chez Chacos, on peut les trouver directement à la Fnac. Est-ce qu'ils ont osé, entre guillemets, et j'aimerais bien qu'ils osent un jour, hein, qu'on puisse trouver un jeu de rôle à la Fnac ou chez les libraires? Je ne sais pas si c'est le Eh cas d'ailleurs. ben ouais, ça pourrait être intéressant de leur demander, parce que je sais qu'il y a des éditeurs qui sont biclassés un peu comme ça et qui proposent justement des jeux de rôle aussi dans les rayons librairie. Je vais pas les citer pour pas faire concurrence, mais ça Non, existe, bah, donc Chacos, ouais, peut-être. Je leur Chacos, demanderai. essayez, faites un petit test pour voir si ça marche, ça serait tellement bien. C'est Bref. ça. Eh ben, La seule chose qui écoutez, n'est pas vendue actuellement, ça va être le coffret. Je crois qu'il en reste quelques-uns. le coffret c'était direct éditeur et je sais pas s'il en reste. Et J'étais allé voir. je sais qu'il le dit des fois. Octogone, a une, Octogone, il y en avait, hein. Ça, ouais, c'est il y en vrai. avait. Ouais. Mm. Donc ça doit pas Ah, se compter beaucoup. En mot alors de la voilà, fin. le mot de la fin pour toi, ton petit mot de la fin à toi. Ok. Alors pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Déjà pour le feeling au school OSR, chose dans lequel je baigne pas mal. Le coup des livrets, puisque je suis aussi très grand fan de PBTA, c'est quelque chose qui m'a attiré tout de suite comme une luciole, un papillon sur la lumière, quoi. Donc j'ai foncé. Le système ensuite, ça a été une bonne révélation. Moi, j'ai aucun problème avec le roll 20, enfin le roll under, roll over, etc. C'est trois lectures différentes, mais ça va pas plus loin. Le reste est très simple et est déjà acquis en général pour n'importe qui a joué à du OGL.
Après, bon, on y reverra des faiblesses. Les principales que j'ai notées dans la structure des livres, c'est les propositions de règles. Parfois, c'est un peu flou. Par exemple, on n'explique pas si on peut utiliser plusieurs compétences dans un seul jet. Si jamais il y en a plusieurs qui s'accordent, et puis si par exemple on parle d'animaux et qu'on va parler de pistage et de nature, est-ce que je peux prendre les deux ou juste une seule? Ça, c'est pas expliqué. On a des modifications de règles aussi pour que tout le monde s'y retrouve. Ce qu'on disait, là, mettre des roll under, donc mettre des jets de difficulté à la place, avoir 3 sauvegardes au lieu de 5, des gains d'XP par monstrué plutôt que esquiver. Enfin bref, ça aurait été bien que l'auteur choisisse sa façon de voir les choses et il l'impose plutôt qu'essayer de contenter tout le monde. L'équilibrage des classes aussi, il y a eu des retours là-dessus en V anglaise. Il y avait déjà l'aléatoire de la création. Des fois, on peut arriver avec des personnages qui sont totalement pétés, avec des caractéristiques, par exemple, à 18 sur 20. Donc, pour rater un jet, c'est compliqué, quoi. Il y a les guerriers qui tapent très fort, niveau 1. Ça, je n'aurais pas le comparatif, mais je sais que comparé à un guerrier D&D niveau 1, le guerrier Beyond the Wall tape plus fort. Et le voleur en lui-même qui n'a pas vraiment de progression. Il ne bouge pas beaucoup au final avec les niveaux. Il ne va pas gagner des nouvelles choses comparé aux autres classes. La progression dite par XP, elle est variable aussi selon la classe pour atteindre un niveau. Donc ça, c'est un vieux truc, très old school. Plutôt que se dire, bah, les 3 classes vont atteindre niveau 2 à 500 XP, bah, ça varie selon la classe qu'on a. Bon, on n'aime pas. Moi, j'aime bien quand c'est plus homogène sur ce genre de choses. Et les 5 sauvegardes. Donc la proposition de 3 sauvegardes, c'est bancal. Il y a vraiment un ressenti de doigt mouillé dans la proposition de la règle. Et en face de ça, il y a quand même beaucoup de force que on a déjà énoncé et mis en surbrillance. Donc la création collaborative des personnages, du village, du scénario. Beaucoup moins de focus qui est fait sur la fiche de perso au final. Et on voit dans quel monde on va évoluer. On arrive à se projeter dès la création. On a les livrets de scénario qui sont, comme je disais, les tables sont super inspirantes pour être réutilisées vraiment plusieurs fois avant on n'aura jamais 2 fois la même partie. La prise en main, à la limite, est peut-être pas forcément adaptée pour un MJ débutant, qui pourra peut-être être, un peu plus perdu, mais bon, qui sait? Il faudrait le tester pour le voir. Et bien sûr, bon, on a aussi le visuel, hein, de la VF, là, je disais, la maquette, on a des livres avec un vernis sélectif sur la couverture, l'écran exclusif, des illustrations de John Hodgson, là, qui est franchement superbe. L'ambiance folklorique médiévale aussi, que j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, on n'est plus dans la grosse heroic fantasy, la D&D, on est beaucoup plus terre à terre. Et ce côté arthurien, celtique, ça a une saveur qu'on voit peu et avec lesquelles on joue peu, ou en tout cas pas pareil. C'est renforcé par les livrets, les règles. On a par exemple la règle des vrais noms. On l'a pas cité, Oui, mais c'est ça vrai, c'est les vraiment vrais noms, celtique, hein. c'est super Mm. bien, d'ailleurs, au passage. Très old school. Donc on est plus dans une ambiance qui est découverte, aventure, loin des grandes quêtes sauveurs de monde, d'univers. C'est plus terre à terre, plus intimiste, quoi. Donc oui, moi pour ma part, pour mon mot de la fin sur le jeu, parce que pour celui-là, je peux donner mon avis, hein. Je l'ai consulté. Il y aura d'autres de jeux indépendants que nous allons aborder où vous verrez que je suis beaucoup plus silencieux. Où font-ils? Parce que je les connaîtrai, je les découvrirai un peu avec vous. Mais celui-là, je peux le dire. Moi, ce que j'ai bien aimé un peu, c'est que je rejoins sur l'aspect des livrets est super bien abordé. Franchement, ça c'est moi, ça a été le plus gros point fort quand j'ai vu cet aspect livret qui va s'imbriquer avec la création de villages et tout ça, c'est vraiment très bien fait. Et c'est un peu le meilleur des mondes entre le jeu de rôle classique et le PBTA. C'est-à-dire que j'ai un reproche moi sur le PBTA, c'est par moment, si on fait que il manque des fois de la surprise pour les joueurs. Et là, pour le coup, il y a du PBTA, mais il y a aussi quand même le maître de jeu peut mettre sa pointe en fait, et la surprise arrive et peut être présente à tout moment. C'est un peu le meilleur des deux mondes, j'ai trouvé là-dessus. Je te rejoins par contre sur un défaut, et là vraiment je suis d'accord avec toi. euh, Notamment les 3 classes, l'équilibrage des 3 classes, il y a un gros problème pour moi. Ça c'est le défaut. Le voleur, il faut faire quelque chose pour lui. Et là, un MJ devrait se pencher sur ce cas et rajouter des petites choses. Il n'y a rien d'insurmontable, hein. Il n'y a pas grand chose non plus à rajouter, hein, mais chouchouter le voleur sur certains points.
voir qu'ils progressent plus vite aussi. Donc il y a un peu de ça, si mes souvenirs sont bons. Mais se pencher au chevet des livrets du voleur. Sinon, bah, l'univers, je suis sous le charme, bien fait. Grand chose à dire contre, hein, voilà. Moi, le défaut, c'est vraiment ça, librage sur, ça et comme je vous ai dit, le système m'a un petit peu perturbé, mais c'est pas non plus, enfin, c'est fini, hein, on n'est plus perturbé, hein. C'est pas C'est insurmontable. voilà, c'est pas insurmontable. Ah oui. Pour l'histoire de l'équilibrage, je Oui. placerai sur le forum de Cassius No, Cassius non officiel, il y a Isler Dasgod qui a créé un topic, un thread, Ah! justement à ce sujet-là, sur les changements, les petits changements qu'il a réalisés, lui, pour Beyond the Wall, pour avoir quelque chose qui lui plaît plus et qui est, à son goût, plus équilibré. Eh ben, écoutez, on vous placera ça en description si vous êtes intéressé, si vous êtes C'est ça. déjà joueurs ou futurs joueurs ou maîtres de jeu de Beyond the Wall. Donc voilà, pour conclure, je dirais pas forcément un maître de jeu débutant, un maître de jeu relativement confirmé. Par contre, il est très débutant friendly pour les joueurs, je trouve. De ce Oui, côté-là, je suis d'accord. Un maître de ouais, on est jeu, pris par la main, ça va quoi. voilà, super. Donc, bah, moi, je vais continuer, je vais faire notre pub, c'est-à-dire que voilà, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre des commentaires, à nous encourager, parce que nous allons bientôt revenir avec d'autres émissions. Au fur et à mesure, on va se perfectionner, on va présenter des jeux qui ne sont pas forcément les mainstream, mais qui méritent votre C'est ça. attention. On va pas s'attarder sur des jeux qu'on n'aime pas, hein, on va présenter des jeux qu'on aime bien, euh, qui sont peu connus et qui méritent un peu de lumière, que vous jouiez et que vous passiez, vous présentiez à vos tables, sympa qui passe sous le radar. Sur ce, bah, Neural, je te dis à la prochaine Merci, c'est un plaisir. et à bientôt. Et n'oubliez pas, jouez comme vous aimez. Ça, c'est une remarque de vieux, hein. Allez, ciao.